Bon, dis-moi, le sujet qui nous a affilé, Ben, c'est bien sympa, mais c'est quand même un peu rude pour nos petits amis, là, à 10 h du mat. Ouais. Ça va piquer quand même, hein. Donc, Mais en même temps, c'est essentiel. Tout à l'heure, quand je suis arrivée, j'entendais déjà des conversations autour de planning, liens de subordination, tout ça. Donc, je pense que tout le monde a bien envie d'en parler. et tu vois, quand il nous dit redressement, je me dis, putain, éviter le redressement. Mais déjà, de quoi on parle quand même? Alors, de quoi on parle quand on dit éviter le redressement? C'est vrai que le titre est vraiment pas sexy, hein, les gars. En fait, on est tous, quand on fait appel à des bénévoles, on prend tous le risque de voir nos bénévoles requalifiés en contrat de travail. Ce risque, il peut arriver de l'URSSAF, de l'inspection du travail ou du bénévole lui-même qui irait faire cette demande auprès des prud'hommes. Donc, pour éviter de se retrouver dans cette situation, il y a une réglementation qui à la fois est vraiment très floue. On est d'accord, vous allez sur le site de l'URSSAF, on vous dit pas de subordination, pas de contrepartie. Ça, c'est un bénévole. Et tout ça est soumis à la libre interprétation de la personne qui va venir ou les personnes qui vont venir vous contrôler. C'est sympa, ça, hein. Et c'est vrai que toi, avec Escrew, vous êtes plus sur le culturel. Nous, on est plus dans le domaine du sport. Et il y a une tendance quand même à être, à avoir de plus en plus plus souvent ça dans le domaine culturel. C'est bizarre, ça, non? Alors nous, c'est vrai qu'on a fait une recherche en jurisprudence. On a trouvé essentiellement des redressements du côté de la culture. Et nous-mêmes, on a connu quelques contrôles dans certains événements, alors que toi, a priori, dans le sport, tu ne l'as pas vu. Ouais, nous, on le voit moins. On le voit moins. Est-ce que c'est l'état d'esprit des contrôleurs de l'URSSAF ou de l'inspection du travail? Je ne sais pas. En tout cas, il y a eu, à Angers, il y a eu quelques années, il y a eu un tournoi de tennis. Et donc, il y a eu 200 000 € d'amende et 4 ans de sursis pour l'organisateur, qui était une structure à but... Pardon, merci. Les cafés, ils tiennent vraiment loin. Ouais. Les cafés sont longs. Et donc, on a eu un redressement à 200 000 € d'amende et 4 ans de sursis pour l'organisateur, qui était une structure à but lucratif. Donc forcément, qui n'a pas le droit d'avoir des bénévoles. Voilà. Donc on est bien d'accord, pour avoir des bénévoles, il faut avoir une structure associative, que si on est une entité commerciale à but lucratif, on n'a pas le droit à avoir des bénévoles. Ça s'appelle du travail clandestin et ça, c'est redressé, mais alors direct. Ouais, ou une structure à but non lucratif, ça peut être une asso, un GIP, comme on voit sur les jeux par exemple, c'est un groupement d'intérêt public. Il peut y avoir d'autres types de structures qui sont à but non lucratif et qui peuvent avoir des bénévoles. Ouais. Et deuxième exemple que j'ai eu, c'était, alors je ne vais pas les citer parce que ce serait dommage, mais c'est la plus grosse organisation de triathlon au monde, triathlon de longue distance. Ironman. Non. Ah bon? Je sais pas. Et donc ils m'ont appelé une fois, on était en train de créer avec certains d'entre vous ici présents un label en France qui s'appelle le label qualité bénévole. Et en fait ce label a pour objectif d'aider les organisateurs à être plus vertueux dans la démarche d'accueil des bénévoles et de respecter la réglementation, si on peut dire qu'il y en a eu. Et donc Ironman m'avait dit je vous appelle pour ça, pas de problème. Donc on a un petit questionnaire préliminaire, on leur a donné, et puis ce qui était marrant, c'est que ils nous ont dit, je fais est-ce que vous êtes une structure à but lucratif? Ah oui, on est une société anonyme à plusieurs millions au capital, pas de problème. Et qui est l'organisateur déclaré en préfecture? Parce que c'est ça en fait qui compte, hein, c'est qui est déclaré en préfecture, parce que qui porte la responsabilité de l'organisation. Et donc il se trouve que c'était eux. Donc je leur dis c'est pas possible d'avoir des bénévoles. Et tu sais ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit mais alors ça m'étonnerait, on a un service juridique de plusieurs dizaines d'avocats, et si on n'avait pas le droit, ils le sauraient. Je dis je suis désolé, je suis tout petit, moi je suis une petite association, mais je peux vous dire que vous n'avez pas le droit. Ah bon? Et puis voilà, donc on s'est malheureusement arrêté là, sur la discussion. et voilà, mais moi tu vois, c'est la question que je me pose, c'est quelle responsabilité le porteur du projet, donc on va dire l'association, a par rapport aux bénévoles. Et Ben, t'as pas notre petit... Ah non, mais parce que quand même... Quentin a mis des images, tout ça, on a bossé, donc si on ne vous le montre pas, ça craint. Bon, redresser quoi, c'est fait. C'était le risque requalification, URSSAF, prud'homme, inspection du travail. Mais t'es allé beaucoup trop vite.
Alors, l'association, ou la structure à but non lucratif. Alors, non lucratif, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de gagner d'argent, on est d'accord, hein, parce qu'on a besoin d'argent pour nourrir nos projets. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de gagner de l'argent dans des intérêts personnels ou privés. C'est quand même qu'on soit d'accord là-dessus aussi. Il va y avoir une partie responsabilité morale, mais la morale ici, c'est Quentin. Moi, je me tape les trucs pas sympas. Et une responsabilité légale. Donc, on est d'accord que votre bénévole, vous en êtes, enfin, nos bénévoles, on en est responsable et qu'on va souscrire une assurance pour nos bénévoles, qu'on va faire attention à ce qu'on souscrit comme assurance, parce que souvent, ce sont des assurances qui vont couvrir les risques invalidité et décès, mais si votre bénévole se casse une jambe, ça va être pour vous, quoi. Donc, il faut aussi aller discuter avec votre assureur pour voir quels risques sont couverts. Si il est couvert s'il prête son véhicule, par exemple, un peu aller enquêter de ce côté. C'est mieux d'avoir anticipé plutôt que de se retrouver dans la situation où il y a un accident et en fait, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire. Qu'est-ce qu'on risque d'autre à part la requalification contre le travail? Alors, on risque tout un tas d'amendes et ça peut aller jusqu'au pénal. Ça dépend de la situation, mais quand vous faites travailler, je l'ai dit, quand vous avez un bénévole en mission, sur certaines missions, en cas de contrôle, mais même sans l'idée du contrôle, il doit bénéficier des mêmes sécurités qu'un travailleur, travailleuse. Arlette sort de ce corps. Et donc, peut-être qu'il a besoin d'un équipement spécifique, peut-être que sur place, il doit y avoir des installations spécifiques. Si votre bénévole a un accident dans un cadre où, en plus, ces normes n'ont pas été mises en place, ça peut vous emmener jusqu'au pénal, quoi. Fait de main-d'œuvre illégale, on a aussi, dans ce genre de petits trucs en pénal, je crois qu'il y avait aussi mise à disposition illégale également de personnes à une structure administrative, évidemment, dans le but d'enrichir la structure qui est organisée. En fait, tout repose sur l'état d'esprit de la loi de 1901. Mais alors du coup, c'est le moment où Ben, tu peux passer la slide après. Je me mets à la place d'un organisateur, mais en fait, je n'ai plus envie d'avoir de bénévoles. Il faut que j'arrête, donc il vaut mieux avoir des intérimaires, non? On ne peut pas passer là-dessus? Non, en fait, on est, je pense, tous et toutes d'accord sur le fait que les bénévoles, ils apportent quand même un supplément d'âme à nos événements, qu'il y a une communauté assez magique, qui sont surinvestis, qui sont juste extraordinaires. Enfin, nous, on les kiffe, ils nous kiffent, tout le monde se kiffe, on passe des super moments tous ensemble. Donc, évidemment, on peut faire appel à des bénévoles, mais on va essayer de mettre en place des process et de faire attention à tout un tas de trucs pour éviter de se retrouver dans une situation compliquée. Je pense que vous le faites déjà tous au quotidien, mais peut-être qu'on a des trucs et astuces, je ne sais pas. Ouais, c'est la question que j'allais te poser, c'est finalement, qu'est-ce qu'on a comme souplesse dans le monde événementiel? Donc là, tu veux dire comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir avec ces histoires de liens de subordination et de contrepartie, qui sont nos principales préoccupations? On va être le 9 novembre à Paris, là. On va leur dire tout ça, mais ils vont se dire mais jamais de la vie on prend des bénévoles, donc nous, notre métier c'est terminé. Alors c'est vrai que... Micro café pas arrivé. Pas arrivé, mais on a le micro, c'est déjà pas mal. Micro réparé. ça va rentrer un jour. C'est vrai que dans un monde tel qu'il peut être vu par nos administrations, et il faut réussir à adopter leur point de vue aussi pour le comprendre, nos bénévoles, ils devraient arriver quand ils en ont envie, repartir quand ils en ont envie, faire ce qu'ils ont envie de faire. Ça, d'un point de vue réglementation, c'est comme ça que ça devrait se passer. Mais ça veut dire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, quoi. On est tranquille, c'est à la one again, quoi. Dans la théorie, ça devrait se passer comme ça. Évidemment, dans la pratique, il est admis qu'on a besoin d'organiser un accueil, d'organiser des missions, de donner des horaires, etc. Donc, on a quand même le droit de faire ça. Et c'est quoi l'histoire de subordination versus préposition? C'est quoi ce truc? Alors ça, c'est hyper subtil. Subordination, c'est exactement ça qui va requalifier votre lien, notre lien, et le risque de transformation en contrat de travail. Subordination, en fait, il va y avoir des faisceaux d'indices qui vont aller enquêter, et la principale façon de qualifier ça, ça va être lié à la sanction si le bénévole n'a pas été dans la compétence que vous attendez, a été en retard, ne s'est pas pointé ou je ne sais quoi. S'il y a une sanction, il y a subordination.
parce qu'on a évidemment, et c'est même plutôt recommandé, de donner des consignes quand on fait des missions. On ne peut pas laisser des bénévoles et ne pas lui donner de consignes en fait. On donne des consignes, on explique une mission, on travaille ensemble, mais la subordination, elle va s'inscrire plutôt à la fois dans une posture et à la fois dans la question de la sanction. Donc on autorise ce fameux lien de préposition dont on va aller chercher le faisceau d'indices qui est on a organisé une mission, on a donné des consignes, on travaille ensemble là-dessus et le bénévole reste libre de venir ou de ne pas venir. Donc ouais, ça pose vraiment la question de la qualité de l'engagement bénévole en fait. Hein. Et donc la qualité de l'accueil, la qualité de tout le sens de pourquoi il vient. Est-ce que c'est la seule chose sur laquelle il faut faire attention en événementiel? Est-ce que par exemple le mélange, un cas très concret, hein, les buvettes par exemple, tu vois, on a le cas souvent avec des prestats buvettes et puis des bénévoles qui viennent servir. Comment ça se passe ça? Alors c'est vrai qu'on a souvent des bénévoles qui vont intervenir pour nos prestataires. Ça peut être le catering, ça peut être la buvette, ça peut être tout un tas de prestats. Idéalement, il faudrait que le prestataire réalise une mission peut-être d'organisation, je fais venir le matériel, je m'occupe du stock, je répartis le travail, etc. Et que les bénévoles fassent une mission complètement distincte sur laquelle il n'y a que des bénévoles du coup. On ne va pas mélanger des salariés et des bénévoles sur la même mission. Ça va être touchy pour l'inspection du travail. Merci Garçon. C'est du travail au noir. Il manque le croissant, mais bon, c'est pas grave. Stylé. Toujours plus. On fait de la pub comme ça, c'est bien. Du coup, il faut réussir à vraiment distinguer votre prestat, la mission du prestat qui va être peut-être plus en cordeau, et la mission de vos bénévoles qui vont être plus en service, si je vulgarise, parce que l'inspection, quand elle va arriver, c'est ça qu'elle va regarder. Qui fait quoi, qui est où. Si elle voit des salariés et des bénévoles sur la même place, elle va requalifier. C'était ça ta question? Ouais, c'était ça. Et ça me fait penser aussi, il y a certaines structures, tu vois, j'ai vu qu'il y avait des salariés qui voulaient ou qui pouvaient devenir bénévoles dans ce genre de choses. Et ça, c'est assez particulier. Tu as déjà eu ce genre de choses, toi? Je vais reformuler parce que je vois des airs un peu comme ça. Il peut arriver dans une structure que les personnes salariées veuillent donner plus de temps et être aussi bénévoles pour l'événement. Je ne sais pas, une structure qui ferait tout à fait autre chose toute l'année et qui fait un événement dans l'année, et le salarié dit « moi, chaud, je vais donner un coup de main ». Ça, l'URSSAF, elle n'aime pas trop non plus. Mais du coup, Quentin, il a des tips. Ouais, mais merci. Putain, je m'y attendais pas à cette question, c'est génial. Elle est forte. Ouais, ça nous est arrivé en 2015. 2015, championnat du monde d'athlé master à Lyon. Donc on avait plus de 8000, pas 8000 bénévoles, on avait à peu près 1000 bénévoles. Et donc la structure organisatrice qui était la Ligue d'athlétisme Rhône-Alpes avait des salariés dont je faisais partie à l'époque. Et on avait posé la question à notre avocat. Il dit, mais comment ça se passe? Est-ce que s'il y a des salariés, ça les fait kiffer cet événement? Donc comment ils peuvent s'engager? Est-ce qu'on les compte en heures sup? Est-ce qu'on les compte pas? Tout simplement. Qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Et alors on part du contexte bienveillant. C'est-à-dire que l'employeur cherche pas à leur faire plus sans payer des heures, etc. Et en fait, l'avocat nous avait dit, c'est pas top, mais si vous êtes amené à le faire, il faut que les salariés de la structure soient engagés sur une mission qui est complètement différente de la leur. Donc, par exemple, elle est à la com ou il est à la com, et ben, il va être sur les bars. Voilà, il va être sur une mission bar, donc qui n'a rien à voir avec sa mission pour laquelle il est payé et qui est l'organisateur officiel. Il est salarié de l'organisateur officiel. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'il y a un affichage dans l'entreprise pour dire si vous souhaitez l'être, voici les règles. Voici les règles à respecter. Donc, c'est pas sur votre temps de travail. Donc, c'est en dehors. Vous finissez à 17, 18, 19, peu importe. Et ben, c'est pas sur ces heures-là, mais c'est après. Et c'est une mission qui est complètement différente. Donc, ça nous est arrivé sur les championnats du monde en 2015, exactement. Ouais. Merci d'avoir posé la question. Mais tu vois, là, ça me pose la question finalement du bon sens, parce que le redressement, tout ça, enfin, le cadre réglementaire, il n'y a pas de droit des bénévoles comme il y a un droit du travail. Finalement, il y a beaucoup de bon sens à avoir dans celui-là. Et tu vois, je trouve que la loi 1901, deux pages, la loi 1901, elle est super bien écrite pour l'état d'esprit dans lequel il faut se mettre dans le monde bénévole. Et tu sais qu'il y avait une compétition mondiale qui arrive aussi en septembre à Lyon.
Laquelle? Donc pour ceux qui sont pas au courant, en fait en France on n'est pas trop au courant, c'est comme la Ryder Cup, on savait pas ce que c'était vraiment. Il y a un événement qui s'appelle World Skills qui va arriver en France sur les championnats du monde, c'est les championnats du monde des métiers. Et les métiers, alors nous on connaît souvent ça sur RTL, ils faisaient ça avec le meilleur ouvrier de France, etc., les pâtissiers, etc. Et bien en fait c'est dans tous les métiers. Tu as tous les métiers, tu as les ébénistes, les paysagistes, les soins esthétiques, les maçons, les tailleurs de pierre, etc. Et en fait, il y a une super compétition mondiale qui va se dérouler à Lyon en septembre. Donc juste après les Jeux Olympiques, les Jeux Para finissent le 8 et le 10, on commence cette compétition mondiale à Lyon. Donc 64 métiers en compétition et c'est passionnant. Et leur objectif, c'est de promouvoir les métiers auprès des personnes en âge de s'orienter, donc les jeunes et les moins jeunes. Et donc nous, on a... Pardon ? Ouais, belle pub, tu vois. Non, moi, je fais passer le message parce qu'on a l'honneur de gérer ce programme volontaire. Donc, il y a quand même entre 2500 et 3000 volontaires. Alors, ils appellent ça des volontaires là-bas. Bénévoles, volontaires, on rentre pas dans le sujet, on s'en fout. Mais on va dire qu'en France, c'est un synonyme, même si c'est pas vrai. C'est pas grave. Donc, voilà. Donc, ils ont 3000 volontaires. Donc, on a l'honneur de gérer ça en partie avec d'autres structures et peut-être aussi avec nos confrères de Yes Crew. Donc, ça va être chouette. Et pourquoi je vous dis ça par rapport au sujet, c'est que... Je crois que tu voulais parler de déontologie. Voilà, de déontologie. Mais notamment, on a dit qu'on allait accepter les mineurs à partir de 12 ans. Pourquoi ? Parce que l'événement, il a l'ambition de promouvoir les métiers aux personnes en âge de s'orienter. Donc les collégiens, à partir de 12 ans, ils sont à partir de 11 ans environ en 6e, et ben, ça veut dire qu'on va les accueillir pour promouvoir les métiers. Donc ça, c'est hyper important. Bon, par contre, on s'est tiré un peu une balle dans le pied parce qu'on s'est dit, allez, on est chaud, on va en prendre 20%. Donc 20% de 3000, pour ceux qui font le calcul, ça fait pas mal. Tu vois, t'es bonne en maths. Ouais, pas mal. Ah ouais, d'accord. Okay, je vois. Voilà, donc 600. Donc c'est 600 mineurs. Entre le SNU, les publics aussi en situation de décrochage scolaire, puisque c'est aussi la cible, ce qu'on appelle les NEETs, toutes ces populations-là, mineures, donc mission locale, collège, etc., donc avec nos joyeux amis de l'éducation nationale, ça va être super sympa. Le SNU, ça marche super bien, hein, pour ceux qui l'ont déjà activé sur vos événements, et la plateforme Je veux aider est super. Bon, revenons à nos moutons. Donc pourquoi on fait ça ? C'est que pour la première fois, dans les grands événements, on va mettre en place un comité de déontologie qui est spécialement dédié aux bénévoles. La charte, notamment la charte des bénévoles, et tout le cadre en fait, réglementaire qu'on va avoir sur cet événement-là. Donc on est super content de mettre en place ça, c'est une petite innovation. Moi je voulais revenir sur deux trucs là, parce que toi tu as eu cette année, vous avez eu les filles 2 contrôles. 2 contrôles, inspection du travail, URSSAF. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé et comment on gère en fait un truc comme ça ? Mais je crois qu'il a la bourre sur les slides, non ? Ouais, mais en fait, ah non, si, t'es la veine. On lui a pas dit alors. Ah oui, mais attends, oui, j'ai loupé un truc, mais voilà. C'est tout mélangé. On s'est tout mélangé. C'était simplement pour revenir sur l'idée que pourquoi on fait appel à des bénévoles et pas à des intérimaires. Il y a la question de l'engagement derrière qui fait vraiment vivre nos événements et qui leur donne une autre couleur. Et en fait, on est allé choper des chiffres sur le taux d'engagement. Est-ce que vous savez quelle est la part de citoyennes françaises qui s'engagent quand on voit les Suédois à 40 et les Bulgares à 10 ? C'est 25% chez nous. Donc on peut encore mobiliser un petit peu si on veut rattraper les Suédois. Ça a l'air de t'intéresser, mais tu es sur le marché espagnol, j'ai pas trouvé les chiffres. Je veux bien passer à la suivante. Attends, parce que du coup, je vais compléter un peu là. Ce qui est intéressant là-dessus aussi, c'est 25%. Donc, c'est-à-dire qu'un Français sur 2 s'engage. La question que j'entends souvent, c'est ouais, il y a moins de bénévoles qu'avant. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Levez la main ceux qui pensent que c'est vrai. 2 mains, d'accord. Donc, la plupart pensent que c'est faux, c'est vrai ? Faux, vrai ? Alors, attends, je vais refaire. Vous pensez qu'il y a moins de bénévoles qu'avant. Est-ce que c'est vrai ? Ok. Toi, tu penses qu'il y en a moins aussi ? Ouais. Et qui pense que c'est faux ? Ne se prononce pas. Il y a toujours une partie. En effet, c'est faux, mais c'est pas vraiment vrai. Alors, en fait, selon les chiffres, notamment de France Bénévolat, qui reste à ce jour la meilleure étude en France sur le sujet, il y a 2 catégories. Il y en a 4 exactement, mais qui se croisent. Il y a les catégories des événements, donc ce qui nous concerne nous directement, c'est-à-dire les engagements ponctuels, éphémères, et les engagements
à long terme. Je m'engage dans une association pendant 1 an au bureau, comme parent d'élèves sur des assos comme ça, etc. Ce genre de trucs. En effet, il y a une hémorragie dans les engagements long terme. Ça commence à baisser. Par contre, dans les événements ponctuels, dans les engagements courts, ça monte. Bon, voilà. Et deuxième statistique importante, c'est il y a les moins de 50 et les plus de 50. Et on a une hémorragie chez qui, d'après vous? Les plus de 50, exactement. Donc les anciens, les plus anciens, les moins jeunes, en fait, il y a moins 15% chez les moins jeunes et plus 10% chez les plus jeunes. Est-ce que c'est la quête de sens, etc. C'est quelque chose qu'on voyait déjà avant le Covid, ça, mais qui s'est accéléré après Covid. On a remarqué qu'il y avait une tendance qui augmentait après Covid. Est-ce que c'est la quête de sens, l'engagement citoyen? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est hyper intéressant sur ce sujet-là. Faut pas oublier qu'il y a toujours, avant de parler de redressement, c'est comment on accueille nos bénévoles, puisque en effet, c'est pas non plus plus 70% de gens qui sont bénévoles. Ce que j'avais dit l'année dernière, je le redis, il y a beaucoup dans ces bénévoles de ce qu'on appelle les premières fois. C'est la première fois que je suis bénévole. Et ça, il n'y a aucun lien avec l'âge. C'est pas parce que j'ai 15 ans que c'est ma première fois ou 50 ans, c'est ma 10e fois. Au contraire, en fait, on se rend compte qu'il y a quand même un turnover, je ne sais pas si tu le vois aussi sur tes events, il y a un turnover de bénévoles, ou du moins il y a toujours des nouveaux qui arrivent. Et ça, les copains, faut être attentif à comment on va les accueillir, parce que derrière, peut-être que ça sera pour toi, et puis après, ça sera pour toi. Donc, s'il a passé une mauvaise expérience chez toi, et derrière, tu l'auras pas. Et donc ça, faut être je trouve qu'il faut être assez solidaire sur ça. Et il y a un triptyque qu'on utilise souvent quand on crée des programmes bénévoles, c'est la cause, le lien social et le sentiment d'utilité. Si vous avez un des 3 qui s'en va, vous perdez la qualité de votre programme. Le premier, c'est la cause. Et d'ailleurs, en France et en Europe, je crois, la première cause d'engagement bénévole, c'est le caritatif. Ce n'est pas le sport ni le culturel, c'est le caritatif. Je m'engage pour les Restos du Cœur, la lutte contre le cancer, etc. Ensuite vient le lien social. Si j'y vais, mais que je suis tout seul et que je n'ai pas eu de lien social pendant l'événement, mais aussi avant et après, et c'est toute la puissance de Recrutir, c'est que ça nous permet de créer un lien et de garder un lien SMS, mail, etc. avec les bénévoles avant et après surtout, et s'il n'y a pas eu ça, la personne ne va pas revenir. Elle va venir, mais elle ne va pas revenir. Et après, le sentiment d'utilité. Nous, on a plutôt tendance à utiliser du sous-effectif plutôt que du sureffectif. Pourquoi? Parce qu'en fait, un bénévole qui vient et qui dit « mais en fait, j'ai pris une journée de congé, où j'ai pas vu mes gamins pour venir là, et en fait on est 10 pour un poste où il en faut 15, ce qui s'est passé sur les Jeux équestres mondiaux en 2014, il y avait beaucoup plus de bénévoles que de postes, et en fait les bénévoles ils tapaient du carton et puis du coup ils partaient. Donc là on a eu une hémorragie, et là ceux qui sont en première fois ils viendront pas chez toi, ça c'est sûr. Donc le sentiment d'utilité est hyper important, et il est beaucoup plus développé quand vous êtes en sous-effectif, bien entendu. Donc rassurez-vous, c'est plutôt pas mal comme situation. Bon, concernant les mineurs, j'ai mis les 3 valeurs républicaines qui nous tiennent évidemment à cœur, parce qu'on reste dans la liberté d'engagement. La liberté d'engagement, ça veut dire je suis libre de venir et de me barrer si jamais ça ne va pas. Et c'est pour ça que c'est lié aussi avec la qualité de l'engagement et la qualité des programmes bénévoles qu'on va avoir. Ce qui signifie évidemment qu'il faut respecter l'état d'esprit associatif et surtout la liberté d'engagement bénévole, ce qui nous revient à notre sujet ce qui m'intéresse aussi sur les contrôles. Est-ce que tu peux passer à la slide d'après? Parce qu'il y a un truc qui est intéressant sur les faisceaux d'indices. Bon, pour les boomers, hein, vous reconnaîtrez cette photo. C'est qui? Ah, je me sens vieux ici. Voilà, nickel, je l'ai. Voilà. Mulder et Scully, X-Files. Bon. Voilà, ça... Pardon? C'est ça. Donc à la recherche, tu parlais des faisceaux d'indices. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce qu'ils vont chercher et qu'est-ce qui se passe quand tu prends un contrôle comme ça? C'est vrai que je commence à avoir une petite expérience de contrôle. Juste par curiosité, qui a déjà eu un contrôle là dans la salle? Ouais, c'est vraiment la shkumun quand on a le contrôle, on est d'accord, hein. On n'est pas nombreux, hein. Qui a eu 2 contrôles? Oh putain, mais on vous aime, vous. On va prendre l'apéro ensemble. On a des choses à se dire. Sur la question des mineurs, vraiment, il faut mettre en place des choses, mais en fait, s'ils ont moins de 16 ans, il faut une autorisation parentale. S'ils ont plus de 16 ans, il faut une information aux parents. N'hésitez pas, ça fait vraiment des super bénévoles. Ça dépend évidemment de notre événement, de notre contexte, mais vraiment, n'hésitez pas.
Alors, je pense que vous allez partager ces expériences. Donc, nous, on a connu 2 contrôles inspection du travail et il y a quelques années, un contrôle URSSAF. Dans les 2 cas, ils recherchent la même chose et il faut réussir à comprendre, à adopter leur point de vue. On ne va pas réussir à être d'accord. Eux, ils ne sont pas là pour défendre un modèle associatif, un projet associatif. Ils sont là pour rechercher autre chose. Ils sont là pour protéger des travailleurs et je pense qu'on peut essayer d'adopter un peu leur point de vue pour faire que ça se passe au mieux, en fait. Ouais, je vois bien que ça vous chagrine, mais plutôt que d'être dans la défiance et la confrontation, c'est pas mal d'essayer de mettre leurs lunettes. En tout cas, jusque-là, ça a plutôt pas mal marché pour nous. Et donc, ils vont arriver. Alors, on a eu 2 situations. On a eu une situation où on était informés, ça c'est plutôt confortable, et où clairement, ils arrivent, ils veulent distinguer les équipes salariées staff des bénévoles. Donc là, vous donnez des listings, et pour ça, merci Recrutir. Tout le monde est au même endroit. Vous fournissez, eux, ils contrôlent que tout se passe bien. Ils contrôlent la condition de poste, est-ce qu'il y a les équipements de sécurité, tout ce qui est censé être sur place et tout. Et tout ça est très clair et tout se passe très bien. Enfin, normalement, tout se passe très bien parce qu'on a bien organisé nos missions et qu'on sait dire qui est où. D'où l'intérêt de l'accréditation. Je ne sais pas si tous les événements le font, mais c'est pas mal d'avoir des accrèdes pour vos bénévoles. Ça vous fait un double contrôle pour être sûr de les avoir dans vos listings. Je m'explique. On a toujours dans nos équipes quelqu'un qui va avoir un copain qui va venir lui filer un coup de main et qui ne sera pas passé par notre case. Et en fait, nous, on ne l'a pas dans la listing bénévole. Ce copain qui devient bénévole sans existence officielle dans l'événement, c'est potentiellement un risque en cas de contrôle, mais aussi en cas d'accident. Du coup, si ce copain il est obligé d'avoir une accrède, il est obligé de repasser vers vous et il y a un moment où vous allez l'enregistrer. Je vous le dis, ça m'est arrivé hyper récemment, quoi. Où, le mec qui vient chercher son accrède, je lui dis mais je ne savais même pas que tu étais bénévole. Ah oui, mais c'est machin qui m'a dit de venir. C'est pas mal, ça met des garde-fous. Et pour ça, Recrutir, c'est hyper utile du coup, parce qu'on arrive vraiment à tout centraliser, rassembler et à donner l'information au moment du contrôle. Donc le contrôle facile, il est prévu, on vous demande des listings, on vérifie le staff, tout le monde est déclaré, le bénévole, sa mission, hop. Le contrôle moins facile, il n'est pas prévenu, il est vraiment à l'improviste. Ils arrivent à super nombreux et là, ils passent en mode interrogatoire. Ils vont interroger chacun de vos bénévoles qui sont présents sur site au moment de la mission. Et là, ils vont... Ah, c'est celui-là que tu as eu, toi. Là, ils vont essayer de réunir ce qu'ils appellent des faisceaux d'indices qui vont leur permettre de dire « Ah bah ça, en fait, c'est du travail déguisé, c'est un faux bénévole. » On appelle ça un faux bénévole. Donc, ils vont aller interroger votre bénévole. Est-ce que tu as eu un planning à l'avance? Est-ce que tu as eu des consignes? Est-ce que tu as eu des formations? Qu'est-ce qui se passe si tu arrives en retard? Qu'est-ce qui se passe si tu pars avant? Est-ce que tu as une contrepartie? Il va falloir en parler des contreparties, les gars. Est-ce que tu as des contraintes? Enfin, ils sont dans l'interrogation du bénévole assez poussée. Et des bénévoles, enfin nous, ils ont interrogé chaque bénévole un par un. Ils les ont pris à part en les interrogeant. Et nous, de notre côté, Ben, il faut que j'accélère? Ah bon, je te voyais. Nous, de notre côté, en tant qu'orga, ils nous ont demandé les listings des bénévoles, évidemment les listings Presta, etc. Mais concernant les bénévoles, ils nous ont demandé les listings des bénévoles, les conventions de bénévolat, les listings de mission. Ils nous ont demandé tout un tas de documents et encore une fois, tout était dans le logiciel. Ça nous a pris 4 minutes pour tout leur donner, quoi. Tu veux le listing bénévole? Tu veux le liste de mission? Tu veux les conventions? Tout était... Et ça fait gagner du temps et ça rassure et surtout ça calme un peu tout le monde. Ça ne règle pas le problème de l'interprétation parce que du coup cette histoire de requalification, elle est laissée à l'interprétation du ou des contrôleurs. Typiquement Astrid, je ne sais pas, Astrid je crois qu'elle est par là, lui a été posée la question par l'inspectrice, je ne te vois pas, je sais que tu es là mais je ne te vois pas. Et derrière le pilier. Derrière le pilier. Lui a été posée la question par l'inspectrice. Qu'est-ce qui se passe en cas de désistement? Comment votre bénévole peut se désister? Astrid a dégainé son téléphone portable et elle a dit bah voilà, je reçois des textos. Ah ok, c'est facile. On avait, tout à l'heure Ben en parlait, on avait des associations présentes sur le festival pour nous donner un coup de main. Ils nous ont demandé si on avait une convention avec l'association. Non, on n'a pas de convention avec l'association. Vous êtes sûr, vous n'avez pas de convention avec l'association? Comment ils font pour s'inscrire? Je dis
Les bénévoles, ils s'inscrivent comme tous les bénévoles, quoi. Ils vont sur la plateforme, ils s'inscrivent. On n'a pas de convention avec l'association. L'association était sur site. Ils sont aussi allés trouver l'association. Comment vous avez fait pour vous inscrire? Est-ce que vous avez une convention? Je le dis parce que c'est des échanges que j'ai eus en off l'année dernière. Parfois, il y a des conventions entre des événements et des associations contre rémunération et en voie de bénévoles. Ça, clairement, c'est hyper dangereux. Il faut vraiment, vraiment faire attention avec ça. On peut travailler avec des associations. Nous, on travaille avec plus de 60 structures. Donc, on sait faire, on a l'habitude de le faire. La convention, c'est des bénévoles comme tous les autres bénévoles, en fait. Donc, ouais, ça me fait penser à un truc dans le sport. Il y a beaucoup des associations de signaleurs, notamment, qui commencent à pousser un peu de partout. Alors, si elles montent, c'est qu'il y a une utilité, hein, mais souvent, moi, je vois des trucs assez forts, c'est que des facturations aux bénévoles. J'arrive et je vais facturer l'association 100 bénévoles à 50 €, et puis, boum, il prend son chèque de 5 000 €. Et alors ça, c'est vraiment ce genre de truc à éviter. Alors il faut se mettre à la place de, si nous on était à l'inspection du travail, dire mais qu'est-ce que j'y gagne moi? Dire comment on crée de la valeur sur le marché du travail, parce que derrière une heure chargée, c'est aussi financement de la sécu, c'est le financement de plein de choses qui nous permettent de vivre. Bon, je vais pas faire du macronisme là-dessus, mais en termes d'État, il y a quand même si on fait du black, on appauvrit les choses. Donc c'est ça qu'ils vont se dire dans l'inspection du travail. Donc les factures avec j'ai tant de bénévoles et ça coûte tant par bénévole, ça c'est un truc qu'il faut surtout pas avoir. Et donc soit faut le faire autrement, soit faut vraiment intégrer cet asso dans un projet associatif qui est différent. Certaines agences ici le font en travaillant avec des associations qui peuvent être porteurs à la préfecture du projet. C'est le cas notamment d'Extrasport avec la plupart de leurs organisations. Il y a toujours un porteur associatif et c'est ce porteur associatif qui gère un périmètre d'organisation, de compétences clés, dont la gestion des bénévoles. Donc mon petit inspecteur, mes petits inspecteurs, ils étaient 4, vont enquêter auprès du bénévole, et une des questions qui est posée aux bénévoles, c'est: avez-vous des avantages à venir? Là, ils cherchent à établir l'histoire de la contrepartie. Et c'est normal, on est nombreux à faire ça dans nos événements. Oui, j'ai des invitations pour l'événement. J'ai un t-shirt. Un t-shirt, du point de vue de l'URSSAF, c'est un avantage, c'est une contrepartie. Le t-shirt, vous allez pouvoir le justifier. Il faut identifier les équipes, c'est une tenue de staff. Vous allez pouvoir le justifier, le t-shirt. Les invitations, ça va devenir plus touchy. Et plus il y a de choses données aux bénévoles, et plus derrière, ils font une addition, ils font un équivalent. Ils disent, en fait, la dotation aux bénévoles, je ne sais pas, ça représente 200, 300, 400 €. Ça, c'est requalifiable. Il faut faire vraiment, vraiment très attention. Je sais qu'on a envie de donner des invites, mais en fait, donner des invites, c'est requalifiable. Pour eux, c'est un équivalent rémunération. Du coup, ils vont enquêter vos bénévoles. Avez-vous des avantages? C'est quoi vos avantages? Est-ce que votre motivation, c'est le sens, l'engagement, ou est-ce que c'est la contrepartie? C'est ça qu'ils vont chercher à évaluer, et c'est ça qu'ils vont interpréter surtout. Parce que ça, c'est pas borné dans la règle. On ne vous dit pas il faut maximum 20 € d'équipement ou je ne sais pas quoi. Il n'y a pas de règle là-dessus. C'est laissé à l'appréciation. Et c'est souvent là-dessus qu'on se fait retoquer. Ça veut dire, vous prévoyez un sandwich pour vos bénévoles, c'est une contrepartie. Idéalement, normalement, il faudrait leur donner des chèques déjeuner bénévoles. Leur prévoir un repas, un sandwich, un catering, c'est une contrepartie, c'est redressable. Il faudrait leur donner des chèques de déjeuner bénévoles. Ouais. Si on a calculé le montant du repas catering et qu'il est en dessous du chèque bénévole, on peut le justifier ou pas? Ils ne regardent pas les choses comme ça, en fait. Laetitia, parce que pour ceux qui sont derrière, ils n'ont pas entendu, c'était si on a calculé le montant du catering, donc du déjeuner par bénévole, et si on estime qu'il est inférieur au ticket resto, au montant du ticket resto, est-ce que c'est un problème ou pas? C'est ta question. À votre bénévole, après c'est fiscalisé au-delà de 7 €.
7 euros, c'est le plafond où vous n'aurez pas de cotisation à payer. Mais vous pouvez donner 5, vous pouvez donner 4. Vous décidez du montant de votre chèque. Merci Ben. De votre chèque resto bénévole. Mais vraiment, c'est requalifiable. Alors il faut qu'il ait ses chèques resto et qu'il aille payer. Théoriquement, c'est ça. Il y a aussi beaucoup d'événements qui hébergent leurs bénévoles. Pareil, requalification. En fait, dans un monde idéal, dans un monde vu du point de vue de l'URSSAF, il faudrait que votre bénévole fasse l'avance des frais et que vous le remboursiez. Il n'est pas censé payer pour être bénévole, ce n'est pas censé vous coûter d'être bénévole. En revanche, dans un circuit comptable, administratif, etc., à la française, il faudrait qu'il paye et vous le remboursez. On se rend bien compte que c'est l'usine à gaz et que c'est difficile à mettre en place. Mais il y a eu tout un tas, je pense aux chantiers participatifs, alors vous n'êtes pas forcément concernés ici, mais des endroits qui vont restaurer des bâtisses et vous passez une semaine sur site. On a considéré que l'hébergement dans la demeure pendant une semaine sur site, on a fait un équivalent prix de la nuitée et on a redressé. Il aurait fallu que les bénévoles payent cet équivalent prix de nuitée, se fassent rembourser par l'association. On a le droit de rembourser des frais engagés pour leur mission aux bénévoles. Mais par contre, c'est considéré comme une contrepartie si on le donne direct. Et ouais, je vois bien vos sourires et je l'entends. Mais dans le cadre d'un redressement, après c'est l'objet d'une négo avec les inspecteurs. Et évidemment que personne ne fait ça en fait. Mais dans la réalité, c'est ce qu'il faudrait faire. Ça me fait penser à un événement dont je tairai le nom. L'année dernière, on a eu un record de dotation sur les bénévoles. On était entre 2000 et 2500 euros par bénévole. Alors je vous explique, c'était un événement dans le froid. Et donc du coup, il y avait énormément de dotations, mais en fait l'organisateur ne payait pas les dotations, c'était un partenaire qui donnait des dotations, mais c'était des très, très belles dotations, et puis du coup ils sont restés presque une semaine, donc du coup hébergement, il faisait -15, donc on ne les fait pas dormir dehors, sinon on ne les retrouve pas, même s'il y avait un bel équipement quand même, mais ouais, on était sur un record de dotation, donc là dans l'idéal c'est vous venez parce que de toute façon vous ne tenez pas une demi-heure si à -15 pour un événement. Donc théoriquement, il faudrait qu'ils redonnent ces dotations à la fin. C'est comme si c'était un équipement de travail, un équipement de mission, on va dire, pour ne pas utiliser le mot travail, qui redonne à la fin. Et après, pour l'hébergement, on n'a pas le choix, mais on est arrivé à ce record-là l'année dernière. Oui. Alors, je suis tellement d'accord avec toi. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ce que je suis en train d'énoncer. Je dis, en fait, ce qu'on a rencontré et où est la règle, et je dis ce qu'on a subi en contrôle, qui m'a l'air très partagé par ceux qui l'ont subi aussi. Vraiment, ils viennent investiguer et interroger vos bénévoles. Ah, mais vous avez des invitations, donc ils prennent le prix de la place, ils transforment. Et ils additionnent tout ça, quoi. Sur la question de l'équipement, c'est normal de fournir un équipement à votre bénévole. Enfin, c'est juste hyper normal, surtout si vous êtes des missions dehors, intempéries, machin, on ne va pas les laisser mourir de froid, mais théoriquement, vous devriez fournir l'équipement, puis le récupérer. Et je pense qu'il faut l'annoncer comme ça à votre bénévole, puis à la fin de l'événement, vous dites, en fait, j'ai pas les capacités logistiques de récupérer, laver, stocker, machin, garde-le, c'est cadeau. C'est pas présenté, je me rends bien compte de ce que je suis en train de vous dire, mais du coup, c'est pas vu de la même façon en face, en cas d'inspection, quoi. Comme ça, votre bénévole, s'il est interrogé, il ne va pas dire « moi je viens parce qu'on me donne un anorak », en fait. Parce que eux, ce qu'ils relèvent, ils notent tout ce qui est dit. Enfin, vraiment, ils font un interrogatoire. Ouais. Alors, si vous êtes sur un camping qui serait payant pour les festivaliers et gratuit pour vos bénévoles, oui. Et même si ce n'est pas le même lieu, même s'ils n'ont pas les mêmes prestations. C'est qu'il y a toujours des questions un peu bizarres là-dessus. C'est-à-dire qu'il est carrément pas sur le même site ? Il est séparé du site ? Ouais, mais après, ils n'ont pas les mêmes prestations. C'est-à-dire que les festivaliers, ils ont des snacks, ils ont des stands, ils ont des animations, des activations partenaires. Oui. Le bénévole qui est sur sa partie bénévole, il a de quoi se laver, de quoi manger et de quoi poser sa tente, quoi. Donc on est. Mais il n'y a personne d'autre au même endroit qui paye pour la même nuit. Non. Donc je pense que ça, c'est plus facile à défendre. C'est ce qu'on se dit, ouais. C'est ce qu'on se dit. Mais c'est toujours à la libre interprétation de la personne qui va venir vous contrôler.
Donc en fait, j'arrive. Donc il y a une question juste derrière, Ben, après. La seule contrepartie financière ne suffit pas à dire que la personne est bénévole. Il y a la dotation, donc il y a aussi la contrepartie matérielle, comme vous l'avez compris. Il y a aussi un autre élément que je voulais rajouter, c'est ce qu'on appelle, nous, la dotation immatérielle. On peut très bien dire, ça se voit moins, mais ça peut être un accès, donc accès concert sur des festivals, un dossard pour éventuellement l'année prochaine s'il veut l'activer, etc. Donc ça fait partie de ça. Mais il y a aussi tout le programme bénévole qui là est plus facile à justifier. C'est ce qu'on fait dans le cadre du Hi-Fi Festival à Annecy, où on se prend des tirs par les bénévoles parce qu'ils n'ont aucun accès au concert. Alors qu'en fait, il y a beaucoup de jeunes, on veut vieillir la moyenne d'âge de cet événement d'ailleurs, en tant que bénévole, c'est assez rare, mais c'est comme ça. Et il y a beaucoup de jeunes qui viennent et qui se disent bah ouais, super, ça va être comme un festoche, et je vais venir et je vais avoir accès gratos à tous les concerts. En fait, on a mis 0 accès. Et en fait, on justifie ça par le fait que on a un programme bénévole hyper quali avec des événements avant, des événements après et un suivi en fait de cette communauté-là. Ce qui est tout à fait entendable. Et après ils nous disent ah ouais ok je comprends très bien. S'ils veulent venir à un concert, ils payent leur place. Et dans ces cas-là, nous après ils nous le disent sur Recrutir quand ils s'inscrivent. Ils nous disent ok j'ai pris ma place de concert, j'ai mon billet pour tel truc et du coup on affecte en fonction de ça. Alors ouais c'est pas top pour l'expérience, on se le prend dans la tête, mais par rapport à la réglementation, on est plus en phase par rapport à ça. C'est des choix qui ne sont pas faciles à faire d'ailleurs. Oui, après, c'est des choix d'orgas. C'est l'organisateur qui a sa posture. Et c'est vrai qu'être bénévole, c'est aussi découvrir une pratique culturelle ou sportive. Et c'est aussi s'ouvrir sur le monde. Donc pour nous, ce qui est important de permettre aux bénévoles, c'est justement de comprendre de quoi on est en train de parler, qu'est-ce que l'événement est en train de défendre, etc. Ah là, je suis au max. Attends, redonne-moi ça, parce que Ben, on t'entend pas. Je disais que on voit pas nous comme une contrepartie le fait d'avoir accès à des concerts ou à un truc. Ça, c'est comme ça que le voit l'URSSAF. Et c'est vrai que d'être bénévole, ça permet aussi de découvrir une nouvelle pratique. Nous, on voit bien quand on travaille sur un festival de cinéma où on avait, quand on est arrivé, des bénévoles qui avaient un certain profil et qui étaient pas forcément intéressés par d'autres événements et qu'on retrouve aujourd'hui sur Peinture Fraîche. Et qui migrent comme ça, qui s'autorisent la découverte, qui ouvrent leur chakra, et c'est bien parce qu'ils ont découvert par le bénévolat une pratique culturelle. Donc évidemment, c'est cool d'avoir accès à l'événement, mais il faut réussir à le formaliser autrement que par des invitations. Parce que ça, vraiment, on se fait taper sur les doigts avec ces histoires d'invitations, quoi. Et je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, je crois qu'elle a disparu, mais ça permet aussi à des personnes plus précaires d'avoir accès à cet événement, parce qu'on ne va pas se mentir, on a beau essayer de faire des tarifs, on a beau, grâce aux bénévoles, avoir des tarifs moins élevés que ce qui devrait être, il y a quand même des personnes qui n'ont pas accès à ces événements. Et du coup, c'est aussi une autre façon de pouvoir s'engager, découvrir, rencontrer, etc., quoi. Donc on est bien tous d'accord là-dessus, mais du point de vue strict URSSAF, inspection du travail, il y a une invitation, il y a une contrepartie. Tiens, ta place, elle vaut 35 balles. Il y a 4 invitations, allez, 140. Enfin, vraiment, c'est comme ça qu'ils regardent les choses. Il faut imaginer d'autres façons. Bonjour, Lucille du FIS Montpellier. Question sur les tenues staff. Vous avez dit tout à l'heure que si on justifiait que tous les staffs en avaient, qu'on pouvait les donner aux bénévoles, et après on a dit qu'il aurait fallu les récupérer. Est-ce que justifier en disant que il est important d'identifier les bénévoles comme n'importe quel staff, ça suffit, ou est-ce qu'il faut vraiment leur faire croire qu'on va les récupérer et les mettre en stress pendant une semaine ? Non, alors quand on donne un t-shirt à nos bénévoles, c'est vraiment, enfin nous, on l'a dit à chaque fois en inspection, ils comprennent tout à fait ces histoires d'identification. C'est quand vous commencez à fournir des choses qui ont plus de valeur marchande en matériel, que vous dites là, c'est de la mise à disposition, les blousons et autres, quoi. C'est quand même plutôt bien de dire non, c'est mis à dispo. Lucille, merci pour ta question. Je vais vous donner un autre exemple aussi de l'avantage d'utiliser la sobriété dans les dotations matérielles, notamment textiles et autres, hein. Il y a une station de ski qui est assez connue dans les Alpes du Nord, qui pareil, font toute une dynamique événementielle. Et vous savez, là-bas, dans les Alpes, c'est compliqué parce qu'on reste toujours dans une zone de chalandise, si on peut dire, bénévole, qui est limitée par des villages. Et puis finalement, c'est toujours les mêmes qui sont sollicités. Donc, ils ont eu une escalade de la dotation irréversible.
Donc au début, ils donnaient, bah, tiens, pour chaque bénévole qui vient, je donne un forfait jour. Donc un forfait jour là-bas, maintenant ça coûte 50 balles, hein, 50, 60, ça dépend des stations. Donc déjà, rien que ça, c'était déjà très généreux de leur part, donc avec t-shirt, restauration, etc. Et puis au fur et à mesure, bah, ils ont monté, ils ont dit bah, on va faire une semaine, et puis après un forfait saison, etc. Donc ils sont allés jusqu'à des forfaits saison. Les forfaits saison, pour ceux qui skient, c'est 600, 800 balles, hein, c'est quand même assez élevé. Et le problème, c'est qu'ils ont eu un effet cliquet. Donc ils montaient et ils ne pouvaient plus redescendre. Qu'est-ce qui se passe? On arrive à des visibilités de no-show. Donc les no-shows, c'est les gens qui viennent et qui repartent. Et vous n'êtes pas, mais il est où sur son poste? Il n'est pas là. Bah ouais, mais en fait, il a pointé le matin, on l'a vu. Soit on l'a pointé via le logiciel, soit on l'a pointé en manuel. Et du coup, il disparaît de la circulation. Le problème, ça c'est le premier problème, c'est les no-shows. Le deuxième problème, c'est l'infidélité, si on peut dire. La fidélisation des bénévoles est hyper importante d'une année sur l'autre parce que ça nous permet de gagner du temps sur le recrutement et d'augmenter le niveau de connaissance et de compétences. On en parlait ce matin dans le train avec Letty, c'était dans le festival Lumière, c'est toujours les mêmes qui reviennent et du coup bah, ça permet d'avoir une conservation des compétences et des compétences, si on peut dire, des savoir-faire sur l'événement. Donc c'est hyper confortable, surtout quand on dépasse les 1000 bénévoles. Donc là, ils ont eu un effet cliquet et du coup, à un moment donné, quand ils ont dit stop, on arrête, qu'est-ce qui s'est passé? Plus de bénévoles, terminé. Donc là, ils ont été obligés de construire un nouvel événement ou du moins une autre manière de le faire. Est-ce qu'on fait venir des bénévoles d'ailleurs? Est-ce qu'on arrête tout simplement d'avoir des bénévoles? Parce que c'est une vraie question, ça. Bonjour, Flore d'Amoris Sport Organisation. Je me demandais si la notion de don était intégrée chez l'URSSAF, si c'était légal, parce que là on parle de dotation, etc. Ok, mais tu parlais tout à l'heure de plus, de contrepartie en termes logistiques. Est-ce que ça peut être considéré comme des dons faits à des associations en tout cas? Oui, parce que moi je pensais que tu allais parler des dons du bénévole vers l'asso. C'est ce qu'on utilise aussi dans l'abandon des frais de déplacement. Ça, on peut l'utiliser aussi là-dessus. Mais toi, c'est plus dans l'inverse, c'est-à-dire de l'organisateur vers... On collabore avec beaucoup d'associations qui ont leur propre association caritative à côté de nos événements et qui souvent vont nous demander de les aider avec des t-shirts supplémentaires qu'eux puissent ensuite remettre à leur association. Ouais. Est-ce que ça, on peut parler de dons? Est-ce que ça, c'est intégré dans des notions de l'URSSAF? C'est vrai qu'on touche à un truc qui est hyper complexe parce qu'il y a plusieurs sujets. Après, je te laisserai le micro parce que je sais de quoi tu vas parler aussi. Le premier truc, c'est est-ce que tu es certaine que les assos à qui tu vas faire un don ont le droit d'en avoir? Parce que si tu fais un don, peut-être que ASO va demander un reçu fiscal. Et toutes les assos, c'est pas parce que tu es association que tu as le droit de faire du mécénat. Parce que peu d'associations savent d'ailleurs, il faut faire une demande à la préf, etc. Parce que sinon c'est trop facile, tu montes une asso, là on est tous là, on monte une asso, c'est que pour nous, et du coup il n'y a pas l'aspect démocratique de l'association ouvert à tous, et dans ça la préfecture met un stop direct, donc tu peux pas. Donc ça c'est le premier point, ça c'est si vous n'avez pas besoin de refus fiscaux, à la rigueur c'est de l'affaire de l'association, mais bon. Donc il y a un premier risque pour ASO, c'est-à-dire s'il y a un reçu fiscal qui est donné alors qu'une asso n'a pas le droit, vous êtes obligé de repayer les 60% de réduction fiscale. Ça c'est le premier point. Après sur l'état d'esprit, Lydie elle va savoir ce que je vais dire, c'est qui est organisateur déclarant en préfecture? Est-ce que c'est ASO ou est-ce que c'est les assos? Si c'est ASO, sauf preuve du contraire, ça reste une entreprise à but lucratif qui n'a pas le droit d'avoir des bénévoles. Donc théoriquement, vous ne devez pas avoir de bénévoles. Exemple du Tour de France qui est plutôt bien foutu, il n'y a pas de bénévoles sur le Tour de France. C'est les communes qui mettent à disposition des bénévoles. C'est une structure à but non lucratif, pas de problème. Ça met pour animer, etc. Le projet, il est plutôt bien foutu. Ça, c'est un premier point. Ensuite, après, dire qu'on va faire du mécénat, est-ce que c'est de la rémunération déguisée? Ça, je te laisse le micro parce que je pense que tu as plus d'avis que moi là-dessus. Je pense que je crois que j'ai pas interprété la question de la même façon que toi. Est-ce que tu es en train de dire on a des associations qui viennent sur l'événement et qui s'engagent à venir avec X bénévoles et en contrepartie on leur donne des choses? Parce qu'on a tout à fait le droit d'être généreux avec le monde associatif et de leur faire des dons.
le tout, c'est que si on fait la démonstration que ta générosité, elle est liée à la participation de l'asso, là, on n'est plus dans la générosité. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça dépend quelle est l'intention derrière, quoi. Ça revient à la question du sens, ça revient à qu'est-ce qu'on va pouvoir établir dans le contrôle, mais évidemment qu'on a le droit de faire des dons. Nous, à Lyon, on a une très très belle association qui s'appelle Au Tambour, qui est un lieu d'accueil de jour. Ça fait sourire Olivia parce que j'en parle sans arrêt. Mais c'est un lieu d'accueil de jour non mixte, dédié à l'accueil des femmes qui ont besoin de prendre une douche, d'un lieu chaud, de laver une lessive. Enfin, bon, voilà, un lieu essentiel dans la ville. On a organisé une collecte au sein de nos 2 derniers festivals pour faire des dons en produits cosmétiques, hygiène, etc. à ces femmes, quoi. Et il n'y avait pas l'idée de les dames d'Au Tambour viennent pour être bénévoles, il faut qu'au minimum qu'elles soient 20. Il y avait une idée de putain, il y a cet asso qui existe, elles ont besoin d'un coup de main. En fait, clairement, moi je suis allée rencontrer l'asso, je me suis retrouvée pendant une permanence, il y a une des dames qui voulait faire ses ongles, il n'y avait plus de vernis à ongles, et ça m'a tellement mis en colère que je suis arrivée au bureau, j'ai dit aux filles, putain, il faut qu'on collecte des produits, et voilà, on l'a fait, quoi. Et là, il n'y a pas... Tu vois bien l'intention derrière. Donc un contrôle, il ne va jamais venir te dire, vous avez donné du vernis pour avoir des bénévoles. Enfin, heureusement qu'on a le droit à la générosité, et je crois qu'il y a plein d'événements qui font preuve de plein de générosité, mais aussi dans leur médiation, hein. Nous, on travaille avec des événements très très vertueux. Je pense à Nuit Sonore qui fait un travail de fou en direction aussi des femmes et des addictions et de tout un tas de publics qu'ils essaient d'emmener. Ils sont là, Nuit Sonore, je veux pas faire la... Non, ça va, ça fait pas genre la... Ah, si. Ah, mais oui. Je voulais pas faire la... Je pense au Delta, voilà qui n'est pas un client, qui fait aussi un travail de fou que j'espère réussir à aller voir. Je l'avais promis l'année dernière, je n'y suis pas allée. Enfin, heureusement qu'on fait ce genre de choses dans nos événements. La question qui pose aussi, c'est d'intercaler une association. C'est la distance entre l'organisation qui tient l'événement et le bénévole in fine, qui est évidemment géré par tout un tas d'associations, les motos, les maîtres nageurs, etc. Enfin, il y a comme ça. Et là, pour le coup, c'est la délégation, c'est ce que l'outil, je crois, permet de gérer, d'avoir des chefs d'équipe. Là, on s'éloigne quand même du sujet. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est l'association qu'on fait bosser, entre guillemets, qui aura sa propre responsabilité vis-à-vis de ses propres bénévoles. C'est un écran qui met en fait. Ça dépend en fait qui est les 40 compétitions. Je te donne l'exemple d'Extrasport. Extrasport, ils ne sont jamais organisateurs des 40 compétitions. Jamais, tu ne le verras à aucun moment. Sauf sur des événements, donc je parlais d'Extrasport par rapport à donc la Saint-Élion, Marathon de Biarritz, le LUT, Baynet, etc., tous ces trucs-là. Donc ils ont des associations support, donc le responsable, c'est l'organisation associative, toujours. Et là, il y a une convention entre l'agence et l'association en question, une délégation une délégation, tout simplement qui fait quoi. Bon, on définit qui fait quoi. Ok, nous on gère les chapiteaux, tentes et structures, on gère le marketing, on gère la com, qui encaisse les inscriptions, c'est l'association. Après il y a une facturation de ça, voilà. Donc en fait on délimite par silos, des silos hermétiques, qui fait quoi. Et donc là par exemple tu prenais l'exemple des motards dans un triathlon, des associations de moto, ça peut être un prestataire qui est soit géré par l'agence si c'est ce périmètre qui l'a géré, si c'est une prestation, souvent c'est des prestats parce que c'est un vrai savoir-faire, il y a peu de bénévoles là-dedans, il y en a un petit peu, et tout ce qui est gestion du programme bénévole, c'est l'association. Donc oui, en effet, la responsabilité, la RC, etc., ça sera de l'association, et les bénévoles qui vont venir n'ont aucun lien avec l'agence. Donc là, il fonctionne comme ça. Aujourd'hui, c'est un des fonctionnements dans le sport qui est le moins pire. Parce qu'en effet, dire ouais mais vous avez des... Il y a un petit côté hypocrite en fait là-dedans. C'est-à-dire qu'on donne des bénévoles qui a des structures à but non lucratif parce qu'il y a la question d'enrichissement personnel, etc., de répartition des dividendes par exemple, qui n'a pas lieu d'être dans une asso, c'est pas le but, c'est pas l'état d'esprit. Mais néanmoins, on a besoin d'argent dans les assos, et des assos ils gagnent énormément d'argent. Où il y a des gens qui ont des très gros salaires aussi, donc ça permet de nourrir des salaires, mais en fait c'est comme une agence. Donc en fait il y a un côté, quand on creuse le truc vraiment en profondeur, on se dit ok, là il y a quelque chose qui est fin, qui s'appelle la loi 1901, et je vous invite vraiment à la lire, qu'elle est extrêmement bien faite, bien écrite, qui donne l'état d'esprit, et c'est cet état d'esprit qui donne la frontière. Est-ce que ça répond à ta question? Je suis Alexandra, je travaille pour le festival Gare au Rock. Et nous, pour le coup, on a eu plusieurs visites de l'URSSAF et de l'inspection du travail, parce qu'effectivement, on a un fonctionnement un peu particulier. C'est-à-dire qu'on travaille avec une quarantaine d'associations locales
mais aussi des bénévoles locaux lambda. Et donc, on a depuis quelques années, pour pouvoir continuer cet ancrage territorial, parce que c'est vraiment ça, le but du Garot, c'est qu'en fait, on signe des conventions avec chaque association, mais on en signe 2. Pour le coup, parce qu'effectivement, l'association va prendre la clé d'un poste, en fait, et donc va s'occuper de recruter des bénévoles pour ce poste-là. Donc on signe avec une convention de bénévolat, mais par contre, on vérifie, et ça c'est ce que l'URSSAF nous demande, que chacun des bénévoles est bien adhérent, en fait, à leur association. Et donc, ils nous proposent leur RC. C'est-à-dire que moi, je vérifie et j'ai la liste des adhésions de leur asso, j'ai leur responsabilité civile. Et au-delà de ça, nous, on donne des dons. On distribue 120 000 € à ces 40 associations parce qu'on soutient des projets locaux. Ça n'a rien à voir donc avec leur implication dans le Garot-Rock, mais par contre, on signe une deuxième convention avec eux, qui est donc une convention de dons, où le Garot-Rock s'engage à soutenir un projet qui est bien ventilé. On sait lequel. Et donc, ça fait aussi partie de notre engagement à l'année avec eux. Et donc là, en l'occurrence, nous, on est clairement dans le don, mais pas dans le don on doit flécher ça très clairement en fait au niveau de l'URSSAF. Et si un bénévole n'est pas adhérent de leur association, il doit l'être. Du coup, il sort de ce dispositif associatif et il est adhérent à notre propre association. Quoi qu'il en soit, tous les bénévoles qui viennent en mission à Garot-Rock sont soit adhérents de leur propre association et sous convention, soit adhérents de notre association. Ça nous permet donc de faire des dons, mais il a fallu quand même quelques années pour qu'on arrive à avoir tout ce détail-là et que ça soit quelque chose qui fonctionne vraiment dans les faits. Donc c'est possible, mais ça demande 80 conventions pour ma part. Merci Recrutir de faire la création de documents automatisés, c'est chouette. Ça m'intéresse drôlement d'un point de vue risque assurantiel. Qu'est-ce qui se passe si votre association qui tient la buvette, par exemple, et son bénévole qui n'a pas conventionné avec vous, mais avec son association, se blesse? Qui est responsable? Qui couvre? Eh bien, en fait, là, pour le coup, il y a leur association qui a la RC, on a la nôtre aussi. On couvre quand même les bénévoles et personnes qui viennent assimiler en tant que bénévoles, même s'ils ne sont pas adhérents de notre propre association. Vous êtes en train de nous expliquer que vous avez le droit d'avoir des bénévoles qui n'ont jamais conventionné le bénévolat avec vous? Si, ils sont tous adhérents à notre association. Ah, donc ils sont double adhérents à leur association et à la vôtre. Soit ils sont en convention avec l'association, ils sont adhérents à l'association à laquelle nous, on est liés par une convention. La question, c'est quand ils sont adhérents de l'association sous-traitant, c'est entendu. C'est de la sous-traitance. De base, ils ont leur RC, puisqu'on est sous convention avec eux. Ils nous proposent, en fait, moi je vérifie chaque année leur RC, ils doivent nous l'envoyer. Donc c'est eux qui couvrent. Et si pépin il y a en dehors, nous, quoi qu'il arrive, ils sont dans nos listings et ils font partie de nos listings généraux. Et donc on a étendu notre assurance pour pouvoir aussi éventuellement couvrir les gens qui sont physiquement là et donc couverts par la convention qu'on a signée avec eux. Par extension. Du coup, ils s'occupent de tout un spot, tout un espace, quoi. Ouais. Ils ont une mission en autonomie par rapport à vous. Mais on essaye, c'est ça qu'on demande pour éviter le lien de subordination, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, ils sont... sans que l'événement il soit officiellement co-organisé. Non, ouais. Mais du coup, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de responsable salarié chez eux, à part moi, la coordinatrice des bénévoles, et qui doit donner l'émission, parce que ça marche, puisqu'en l'occurrence, je suis celle qui donne les infos, mais on n'a pas de lien de subordination avec de salariés sur ces postes. Ça m'intéresse drôlement. Si vous restez à l'apéro, je veux bien qu'on en discute. Avec plaisir. Parce que, en fait, si je vais plus loin, mais je sais qu'il y a d'autres sujets derrière, moi, je serais curieuse de savoir comment vous générez, du coup, votre communauté bénévole entière, si ces gens se croisent jamais sur leur mission, par exemple, ou sur les spots, ou etc. Moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir ça, parce qu'on est très intéressé par la communauté bénévole et on bosse avec plein d'événements qui essaient toute l'année d'être en lien avec leur communauté. On revient à la question du sens.